Bien, chers amis, nous allons continuer avec votre accord ce que nous avions dit tout à l'heure et ce que nous avions dit les autres fois, en reprenant, si vous voulez, à la page 11 de mon fascicule, le texte. Alors, je lis lentement, le plus clairement possible, et j'essaye de commenter. Alors, je répète, nous avons maintenant, dans ce commentaire, vu pas mal de choses. Il s'agit de résumer en quelques secondes une pensée et donc avancer relativement rapidement maintenant. La dynamique du retour. Alors, métahistoire et événementiel. Je répète, il y a donc un plan divin. La pièce maîtresse de ce plan divin, c'est le retour d'Israël sur sa terre. La pièce maîtresse de ce plan divin, c'est de l'en empêcher. C'est-à-dire qu'il y a des forces positives et des forces négatives. Par exemple, sans faire du tout de politique, toute volonté politique qui incorporerait une sorte de séparation de Jérusalem ou une sorte de séparation de la Terre Sainte en plusieurs États ou plusieurs territoires indépendants les uns des autres, eh bien, a pour vocation d'empêcher la sortie de la pensée, la sortie de la parole, la sortie et la réalisation de la volonté divine. Je lis. La dynamique profonde de l'évolution historique, lancée donc au début de la création, se déroule imperturbablement, c'est-à-dire malgré tout, quelles que soient les difficultés, quels que soient les conflits, quelles que soient les affirmations, quelles que soient les désinformations, quelle que soit la haine et quelle que soit la violence, l'évolution historique a une dynamique profonde qui se déroule à travers un projet, et cela à l'insu de toute volonté humaine et de toute logique rationnelle. On l'a déjà vu, on avance. Cette dynamique, moteur de l'histoire, enfuie dans les méandres des phénomènes destructeurs, créateurs, est imperceptible depuis la faute originelle. Alors je voudrais là faire référence à un économiste dont j'avais donné le nom, j'avais parlé quelque peu auparavant, qui s'appelait Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter est un économiste qui a joué un rôle fondamental dans la pensée du capitalisme innovant ces dernières décennies. Il parle du processus de création-destruction. Et il dit qu'en fin de compte, un temps de création est un temps où les créations antérieures se détruisent pour permettre, par vocation historique, par progrès technique, pour permettre l'avènement d'une vocation nouvelle, d'un temps nouveau. Le processus de création-destruction est, dit Schumpeter, naturel. On le retrouve dans les entreprises, on le retrouve dans le capitalisme, on le retrouve dans l'ensemble des structures. Le système féodal, qui a joué un rôle évidemment moteur dans la pensée féodale, va jouer aussi un rôle fondamental, contrairement à ce que pensent certains, dans la pensée libérale. Il ne peut pas avoir de pensée libérale sans avoir d'abord produit la pensée féodale, fondée, je l'ai déjà dit, sur la solidarité, sur évidemment l'amour de l'autre, et surtout sur l'autorité économique, politique et militaire, sans compter l'autorité religieuse. Donc tous ces mécanismes-là qu'on va retrouver aussi dans les mécanismes libéraux, politiques, économiques, sociaux, etc., ce sont donc le fruit de cette évolution, création-destruction. On crée un système, on crée une technologie qui, elle, va être dépassée par le progrès technique,
par les innovations, va se détruire, si vous voulez, va se fondre, va se détruire pour laisser apparaître une nouvelle technologie, et ainsi de suite. Et cela, évidemment, depuis la faute originelle. L'homme n'ayant accès qu'à une réalité, somme toute très superficielle et jamais totalisante. Il participe à un scénario sans en connaître vraiment les supports et les objectifs. C'est ça le drame. Le drame de l'humanité depuis la faute d'Adam Rishon, depuis la faute d'Adam et Ève, c'est que Ève, qui s'était quelque part, qui a copulé avec le serpent, qui s'est donné au serpent, c'est-à-dire au désir, à la matière pour la matière, à toutes ces exagérations du plaisir, qui fait qu'elle a abandonné son mari, c'est-à-dire elle a abandonné le Aleph, le couple fondamental, pour essayer de vivre sa vie indépendamment des autres, comme je l'ai dit, référence à la Révolution française, par exemple. Marianne, qui se veut universaliste et libre de toute volonté absolue. Je continue. Mais tout cela, on l'a vu. Ce n'est qu'un résumé. Il participe à un scénario sans en connaître vraiment les supports et les objectifs. C'est, en quelque sorte, un acteur actif malgré lui. Je répète, l'homme joue un rôle central, un rôle fondamental, un rôle moteur, une dynamique véritable de l'histoire. Le but, c'est que l'homme réalise, construit, et je crois que les protestants ont tout à fait raison de dire que l'homme est un associé de Dieu. Évidemment, chez nous, dans la Torah, on ne parle que de ça en fait. L'homme est un associé, Dieu et l'homme sont associés, évidemment, non pas à part égale, parce que la divinité n'a rien à voir avec l'homme, et l'homme n'a rien à voir avec la divinité, mais seulement Dieu habitant quelque part, se révélant quelque part dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre intériorité, et bien à partir de ce moment-là, on va comprendre que nous, dans notre essence, nous sommes quelque part d'inspiration divine. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Tselem Elohim. C'est-à-dire cette capacité de travailler en association avec une volonté qui est une volonté supérieure, et le fait que cette volonté supérieure nous guide, nous dirige. Nous sommes donc par définition une sorte de, j'allais dire, d'événements récapitulatifs de la volonté divine, chacun à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre vie. Nous allons être des réalisateurs d'une mission. Nous allons être, si vous voulez, à l'image du Créateur. Non pas le Créateur lui-même, Chas v'Shalom, jamais, jamais, absolument jamais, mais un réalisateur avec une volonté qui est une volonté fondamentale, unique, première, à l'image du Créateur. L'homme est un Tselem Elohim. Il participe donc, je disais, à un scénario sans en connaître vraiment les supports et les objectifs. C'est en quelque sorte un acteur actif malgré lui. Pourquoi malgré lui? Parce qu'il est tiraillé évidemment par le bien et le mal. Il est tiraillé par des forces qu'on appelle les forces d'obscurité. J'en ai énormément parlé d'en bas, qui elles vont essayer de le faire chuter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accroître tout simplement l'obscurité, de manière à ce que l'homme soit dans une confusion totale, afin qu'il ne répare pas la faute d'Adam Rishon. Je voudrais quand même ajouter un point ici qui me paraît très 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 nécessaire et pourquoi pas fondamental. Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves pour nous dynamiser. C'est pour le bien, c'est pour notre bien qu'il envoie des épreuves. C'est pour le bien qu'il a créé ces forces dites d'en bas. Ces forces d'en bas, elles, ce sont les forces de l'initiative, les forces de la dynamique, les forces du progrès, les forces qui nous permettent de ne pas s'endormir, de ne pas être, soi-disant, dans un univers stable, mais absolument, disons, irréalisable.
La réalisation ne se fait que par la dynamique de l'histoire, que par la dynamique de notre vie, que par la dynamique de notre pensée et de nos actions. Contraint et forcé, l'homme participe à la dynamique profonde qu'il n'appréhende pas. Créé à l'image du Dieu vivant, c'est ce que nous avons dit, il s'associe en définitive à son projet sans en connaître les différentes étapes. Alors je répète, voilà un individu qui a par essence une fonction, qui est donc doué d'un certain nombre de pouvoirs, mais ces pouvoirs sont des pouvoirs de réalisation qu'il incombe de se soumettre à une volonté qui est une volonté supérieure. Telle est la métahistoire, un mouvement éminemment profond, provoquant au niveau de l'événementiel des accélérations et décélérations. C'est toute la dynamique de l'histoire. Il y a des moments où on a l'impression qu'il y a une, disons, accélération des événements historiques. Le temps se réduit, les choses vont très vite, comme je l'ai dit plusieurs fois. En ce moment, nous vivons ce temps-là. On passe très vite, comme j'ai dit l'autre fois, de Shabbat en Shabbat. Mais avec un point fondamental, il faut savoir que tout ça, il y a une direction, il y a un sens. Et quel est le sens? Évidemment, c'est la construction du troisième temple et le retour du peuple juif sur sa terre pour le bien de tous. Il commande le rythme de progression des civilisations, des sciences et des techniques, leur nature, matérialiste ou autre, et leur destinée. À travers tous les personnages perçus, à travers tous les phénomènes perçus, phénomènes climatiques, géologiques, etc., la méta-histoire façonne les dynamiques et constitue le ferment du vécu historique. Elle est seule source de progrès véritable. C'est-à-dire que, regardez, observer, analyser l'histoire au niveau uniquement événementiel, c'est voir que l'extériorité des choses, que l'extériorité de la réalité. En aucun cas la réalité elle-même. Pour pouvoir comprendre la réalité elle-même, je l'ai dit 50 fois, il faut rentrer dans le pardès, c'est-à-dire il faut faire l'union des contraires. Il faut rentrer dans l'union de la métahistoire et l'histoire. C'est ce que j'appelle, et on y reviendra beaucoup plus profondément après, le décodage. C'est quoi le temps du Mashiach ben David? Je l'ai dit, je crois, l'autre fois, c'est un temps de décodage à partir d'un langage qu'on appelle le langage universel, qui est ce qu'on appelle en hébreu la Shon HaKodesh. À travers tous les phénomènes perçus, donc climatiques, géologiques, la métahistoire façonne les dynamiques et constitue le ferment du vécu historique. Elle est seule source de progrès véritable, ai-je dit. Ainsi, nous pouvons dire que l'intervention d'individus supérieurs à des moments précis de l'histoire, tels que Gutenberg pour l'imprimerie, Einstein pour la loi de la relativité ou Durkheim pour la sociologie formaliste, sont en fait des envoyés. Ça aussi je l'ai dit, mais c'est très important de le dire ici, ce sont des ordres d'accélérateurs de la dynamique de l'histoire. Ce sont des accélérateurs de la réalité historique. Sans ces gens-là, sans ces individus-là, l'histoire n'aurait pas duré 6000 ans, mais des millions d'années. Donc, pour pouvoir arriver, si vous voulez, à la fin, et que Dieu révèle son projet, autant qu'il faut, il faut que l'humanité mûrisse. Et pour qu'elle mûrisse, il faut des individus accélérateurs. Et avec Einstein, avec Durkheim, avec Gutenberg, avec d'autres, évidemment, ils sont des milliers. Tous les jours, nous voyons que le temps s'accélère. Qu'on est en train de passer par l'innovation, aujourd'hui c'est un mot évidemment à la mode, par des produits innovants, on est en train de passer d'un produit à l'autre, d'une technologie à l'autre, d'un extrême à l'autre, etc. Mais malheureusement, tout le problème, c'est le côté moral, c'est le côté, tout simplement, incapacité de l'homme à faire l'union des valeurs morales, et je dis, et je le répète, ce sont ainsi des accélérateurs de particules historiques.
lorsqu'il y a jonction entre les dynamiques méta-historiques et événementielles, il y a accélération, action-réaction ou ralentissement. L'humanité, dans son être universel, progresse et mûrit par des progrès médicaux, sociaux, technologiques, etc. Et voilà que je vais présenter pour finir ce dessin. Il vaut ce qu'il vaut. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais je vais essayer de vous expliquer. Voilà, vous avez ici, regardez, vous avez ici la dynamique avec le sens de l'histoire, vous voyez, le sens de l'histoire. Et ici, vous avez des mouvements de fluctuation. Vous voyez, des mouvements de fluctuation, ça monte, ça descend, des fluctuations économiques, des fluctuations historiques, des fluctuations sociales. Vous avez donc des mécanismes de méta-histoire qui vont relier ces événements entre eux avec, si vous voulez, un message qui est un message à révéler, qu'il faut révéler, mais qui est pour l'instant extrêmement caché. Et cette dynamique de l'histoire va entraîner, période par période, par des individus éclaireurs, des individus dynamisants, des individus qui sont accélérateurs de particules historiques, économiques, sociales, politiques, mathématiques et tout ce que vous voulez, qui vont permettre d'atteindre l'objectif final qui est évidemment le bien. C'est-à-dire qui est évidemment l'amour et le respect de l'autre et la faisabilité dans le couple. L'homme et la femme vont se retrouver réunis. Les nations vont s'unir à Israël et les nations et Israël vont s'unir à leur Dieu. Vous voyez, c'est donc, regardez comme c'est intéressant, tout cela est bien évidemment expansif, ça monte, ça ne descend pas, ça monte, et s'il y a des descentes, c'est pour remonter de plus belle après. Voilà, ce qui est très très important de comprendre, c'est que toutes ces grandes révolutions, la révolution industrielle, la révolution technologique, la révolution aujourd'hui post-informatique, toutes les révolutions de communication rentrent dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'il y a, en fin de compte, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, une volonté qui fait que c'est aujourd'hui, en 2016, qu'il y a un certain nombre de progrès. C'est une volonté, en 2016, que dans les sous-sols de l'État d'Israël, on trouve évidemment et du pétrole, et du gaz, et de l'eau dans les sous-sols du Negev, du désert. On trouve beaucoup d'eau, on trouve du gaz, on trouve du pétrole, et on va trouver autre chose, de l'or, etc. C'est-à-dire que, véritablement, regardez, cette terre qui paraissait tout à fait désertique, désarticulée, complètement morte, pendant 2000 ans, va ressurgir, va renaître de ses cendres, comme je l'ai dit 10 fois, comme cela est fait par le phénix. Et donc, cette terre, amoureuse de la vérité, amoureuse de son Dieu, amoureuse de son peuple du retour, est en train de révolutionner le monde. Regardons les accords avec la Chine, les accords. Israël fait partie de l'OCDE depuis, comme je l'ai dit l'autre fois, depuis plusieurs années. Israël actuellement vient d'être, si vous voulez, l'acteur d'un rapport très très positif sur l'évolution économique, un peu moins positif sur l'évolution sociale, parce que tout simplement il y a beaucoup de travail encore à faire, notamment dans la répartition des richesses. Israël, je l'ai déjà dit, est un pays malheureusement très inégalitaire, mais dans cette forme d'inégalité, il y a une surpuissance qui apparaît. Une surpuissance qui apparaît, et cela dans tous les domaines. Dans le domaine militaire, dans le domaine économique, dans le domaine géographique, dans le domaine géostratégique, géopolitique, géologique même, évidemment. Alors je finis en disant la chose suivante. Alors, c'est un paragraphe que je vais lire sans vraiment commenter, puisque j'ai déjà dit pas mal de choses. Ce n'est absolument pas un hasard si la Révolution française de 89 a été précédée par une révolution de la pensée au niveau politique, cela on l'a déjà dit, doctrine libérale issue de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, économique, libre-échangisme et reconnaissance de la propriété privée des moyens de production. On parle évidemment ici de la loi Le Chapelier en 1791, la loi aussi
le traité d'Allard en 1792 qui va reconnaître la séparation, la propriété privée des moyens de production et la liberté d'entreprendre par la liberté de se constituer en équipe, en associé. La liberté de produire, d'avoir, si vous voulez, des outils, des machines individuelles, privées, pour produire et pour donc s'enrichir. C'est la reconnaissance par la loi de la propriété privée des moyens de production. C'est la propriété privée et l'initiative privée qui vont être quelque part le moteur du capitalisme, le moteur du libre-échange. Je continue. Alors, doctrine libérale issue de la séparation des pouvoirs, économique, libre-échangisme et reconnaissance de la propriété privée, des moyens de production, culturelle, émancipation des esprits, contrat social, par exemple évidemment la massification de l'éducation, la démocratisation du système scolaire en France ou en Israël, évidemment, est absolument fondamentale. Nous n'avons pratiquement plus, là aussi nous l'avons dit, d'illettrés inconséquents. Nous avons des problèmes d'illettrisme, mais nous n'avons plus vraiment de problèmes dans nos pays d'illettrés, parce que tout simplement l'accès à l'éducation, l'accès à l'école est ouvert pour tous, garçons et filles. L'émancipation des esprits, contrat social, mais aussi survie après une longue usure du pouvoir monarchique et parallèlement à une véritable explosion inventive d'une industrialisation exacerbée. Voilà, je vous remercie, portez-vous bien, que Dieu vous protège.